Bonsoir à toutes et à tous. Nous voulions, le temps que les uns et les autres arrivent, vous accueillir pour cette conférence autour d'un ancien de Sciences Po, un alumni, un Européen convaincu qui est allé, et c'est ça l'originalité, qui est allé en Ukraine et qui a vécu 2 mois dans ce conflit qui du coup en a ramené un ouvrage qui s'appelle Engagé volontaire, dont on aura l'occasion d'évoquer. Mais surtout, voilà, l'idée, c'était de parler un petit peu de Florent avant un propos introductif de 5 minutes de sa part, mais peut-être voilà, de partager quelques éléments sur la conférence de ce soir. Pour vous dire, donc, alors nous partageons avec Florent le prénom d'abord. Ça, c'est nos parents qui ont choisi, il n'y a pas grand-chose, mais on partage aussi le fait d'avoir été diplômé 2003, d'être parti dans la même troisième année à Boston College. Il se trouve que le semestre avant d'aller à Boston College, j'étais en Moldavie, juste à côté de l'Ukraine. Mais qu'à l'époque, voilà, Florent était allé plus à l'ouest, tout simplement, dans un endroit de l'Union européenne qui à l'époque s'appelait le Royaume-Uni, mais qui n'est plus aujourd'hui membre du club. Mais en tout cas, l'idée, tout simplement, c'était de vous présenter ce soir à la fois un témoignage et une réflexion. Un témoignage sur ces 2 premiers mois. Ces 2 premiers mois, donc parce que Florent a été l'un des premiers Français, si ce n'est le premier, en tout cas par modestie, il y a un des premiers Français engagés parmi les volontaires internationaux qui ont répondu à l'appel de Volodymyr Zelensky, donc au sein de la Légion géorgienne. Et finalement, peu de choses préparaient Florent à s'y rendre de premier abord, d'abord parce que Florent a une charge de famille, 3 enfants. Florent avait, enfin en tout cas, un poste de DRH l'usine Flin de Renault. Donc, finalement, beaucoup de raisons qui auraient poussé la plupart des uns et des autres tout simplement à se dire que c'est un conflit gravissime qui se passe en Europe, mais sans nécessairement avoir la volonté de s'engager. Ce qui caractérise Florent, c'est cet engagement. Engagement, d'où le titre de l'ouvrage, Engagé volontaire, chez Flammarion, si je ne me trompe pas. Et l'idée d'engager volontaire, c'était de parler un petit peu de ces 2 mois, ces premiers jours notamment, ces jours où, pour beaucoup de gens, il était écrit que tout simplement Kiev allait tomber en quelques jours. Donc, il y a eu ce sursaut ukrainien. Et donc, on s'est dit qu'on a beaucoup parlé ces derniers mois du conflit. Il faut savoir le faire avec beaucoup de recul, ce qui est toujours une qualité extrêmement difficile quand on a vécu avec des uns et des autres qui sont partis au front, ne sont peut-être pas tous revenus. Malheureusement, il faudra attendre la fin de la guerre pour savoir qui est revenu et qui n'en est pas revenu, mais en tout cas, c'est un témoignage de première main qu'on voulait vous livrer ce soir. Avec, à mon sens, 3 éléments, donc on aura l'occasion de revenir dans la discussion. D'abord, peut-être la question de l'engagement. Qu'est-ce qui pousse à aller soutenir les brigades internationales de Zelensky ? Une question aussi sur un petit peu comment on peut vivre pendant 2 mois au milieu de volontaires internationaux qui sont venus à la secousse, à la rescousse et au secours du peuple ukrainien dans ce à quoi il avait à faire face. Et puis peut-être on évoquera, si nous avons le temps, les perspectives que nous pouvons voir maintenant. Toujours hasardeux de faire des perspectives quand beaucoup de choses se produisent et qu'on peut être parfois pris entre des moments d'angoisse profonde sur ce qui se passe en Ukraine et puis parfois des moments de soulagement ou d'avancée quand on voit les résultats militaires ukrainiens ces dernières semaines, ces derniers mois. Mais en tout cas, l'idée était tout simplement d'avoir un témoignage de première main. Et là-dessus, je pense que je vais céder la parole à Florent. Ce que nous pouvons faire peut-être pour ce soir est faciliter la discussion. Je vais poser un certain nombre de questions à Florent. Florent a un propos introductif donc de quelques minutes. Et puis ensuite, ce que je vous propose assez simplement, c'est peut-être de ne pas hésiter soit à mettre vos questions dans le fil de discussion, si vous préférez, soit à intervenir
directement levant la main, et à ce moment-là, on vous donne la parole, a priori, voilà, sans trop de difficultés. Si vous êtes d'accord avec ces règles du jeu, on essaiera de terminer vers 20h15. Et donc, merci Vincent pour le point règle du jeu. Tout simplement, Florent, je vais peut-être te céder la parole et puis parler de ton expérience, donc, et puis peut-être quelques mots sur ce qui a conduit à écrire le livre. Je te remercie beaucoup pour ton introduction, Florent. Cher ami, puisque, comme tu l'as rappelé, on se connaît depuis maintenant 20 ans, plus de 20 ans. Je vais tout d'abord me présenter très brièvement parce que je pense que c'est tout à fait important pour pouvoir illustrer après la question de l'engagement, de savoir d'où on part et d'où on parle. Moi, j'avais 39 ans en début d'année, j'en ai 40 maintenant, j'ai 3 enfants assez jeunes, 9, 6 et 3 ans. J'habitais à l'époque à Bruxelles et j'étais la semaine directeur des ressources humaines de l'usine de Flins, qui est la grande usine des Yvelines de Renault, une usine en pleine reconversion, pour parler poliment, disons, dans le langage très policé des entreprises modernes. Et j'ai fait l'essentiel de ma carrière en tant que directeur du personnel, essentiellement dans l'automobile, à l'étranger et en France. Donc, spécialiste des ressources humaines, je ne m'y étais pas du tout préparé à Sciences Po, puisque j'ai eu plusieurs échecs dans ma vie. J'ai d'abord fait une carrière qui me préparait à être musicien professionnel, puisque j'ai fait des études musique durant mon collège. Et puis ensuite, je suis rentré à Sciences Po avec l'idée d'entrer dans le service public, avec une certaine tradition familiale, j'y reviendrai, de service public, d'engagement notamment à travers l'ENA et au plus haut niveau de l'État, dans la collaboration avec, par exemple, mon grand-père, qui était au cabinet du général de Gaulle, et puis aujourd'hui ma sœur au cabinet du président Macron. Et tout cela, évidemment, compte lorsqu'on parle d'engagement, lorsqu'on parle de service. Et je n'ai pas eu l'ENA à la sortie de Sciences Po, et je me suis retrouvé donc dans le privé, et j'y ai choisi la spécialité, à mon sens, la plus politique, qui est celle de la gestion du personnel. Là encore, ça me semble important de le préciser, parce que ça fait partie d'une manière de voir ma carrière, ma vie, où j'ai cherché à donner un certain sens, même lorsque l'échec me forçait à trouver des solutions différentes pour orienter ma carrière. Et donc en début d'année, donc je vais résumer très très rapidement, parce que sinon ça me prendrait des heures, très rapidement le livre. Donc c'est un livre que j'ai écrit au retour d'Ukraine à la fin du mois d'avril. Moi j'ai commencé à l'écrire dès le mois de mai, et je l'ai terminé en juillet. Et l'idée était d'écrire ce livre, tout d'abord il y avait 3 plans. Il y avait un plan très personnel où j'avais besoin de mettre par écrit ce que j'avais vécu, puisque ça a été un acte d'une assez grande violence. Alors, je ne parle pas de violence de combat, puisque moi je n'ai pas vu le feu. Et je me suis chargé très rapidement de missions qui étaient des missions périphériques, c'est-à-dire que j'ai fait de la communication, de la relation presse, j'ai fait du recrutement, et j'ai terminé par être le responsable d'une unité d'étrangers qui arrivaient d'un peu partout, que je filtrais, que je sélectionnais avant de les envoyer sur la base avancée. Donc en fait, j'ai fait, pour faire un raccourci, j'ai fait un peu mon métier de chef du personnel pour la Légion internationale là-bas, sur place. Donc je n'ai pas vu le feu. Pour autant, lorsque je rentre fin avril, j'avais des projets politiques, il y avait des élections législatives qui arrivaient, ce que j'explique en quelques lignes dans le livre, je ne m'en cache pas du tout. Mais c'était des projets qui dataient de bien avant la guerre, puisque en fait c'était déjà à la fin de l'année dernière qu'on m'avait contacté, et donc j'avais cette intention de peut-être me présenter aux élections législatives. Ça ne s'est pas fait, ce qui m'a conduit à faire un choix entre retourner en Ukraine avec mes amis, avec mes camarades, ou écrire et témoigner. Et donc le choix a été très rapidement fait d'écrire. Tout d'abord parce que mes camarades eux-mêmes m'ont dit nous on ne sait pas écrire, toi tu es capable de le faire. Nous, on sait nous battre. Le corollaire étant, toi, tu ne sais pas te battre. Et donc, écris et contribue de la manière dont tu peux être le plus, avec laquelle tu peux être le plus efficace. Et donc, j'ai eu besoin d'écrire pour moi, j'ai eu besoin d'écrire pour mes proches, puisque la violence du choix du départ a été vécue essentiellement, plus que par moi, par mes proches, par ma famille immédiate,
par mes frères et sœurs, par mes amis et par ma famille, je dirais, élargie, belle famille et autres, amis proches. Et enfin, troisième raison qui est celle qui donne un sens politique à tout cela, c'est de d'écrire pour témoigner pour les gens qui y étaient, pour les gens qui y sont allés, pour mes amis, puisque voilà, enfin, mes camarades qui certainement auraient été le type de personnes qui, si je les avais croisés sur une terrasse de café parisien, auraient été le genre de personnes avec lesquelles j'aurais certainement pas engagé la conversation, mais qui, ayant été mes camarades en Ukraine, ont une importance pour moi très importante, puisque aujourd'hui ils y sont encore. Et pour la plupart sont au front avec la Légion internationale pour ceux qui me donnent encore des nouvelles. Donc, j'ai voulu écrire pour eux. J'ai écrit un ouvrage qui est le premier que j'écrivais. Donc, ça a été une expérience aussi en termes d'écriture très forte. Et l'ouvrage est constitué d'une alternance entre des chapitres plus ou moins chronologiques. Le début ne l'est pas, mais le reste est assez chronologique. Et des portraits qui, eux, ne sont pas du tout chronologiques, qui sont des portraits d'individus, des portraits de volontaires, des portraits d'Ukrainiens, de civils ukrainiens, notamment de civils féminines. Et j'ai cherché à travers ces portraits à la fois à rendre justice à certains pour arriver à incarner un propos qui peut paraître, voilà, pour le rendre en tout cas intéressant et littérairement accrocheur, avec des illustrations par ces portraits de certaines thématiques, le lien avec la vie, la mort, le risque, la raison pour laquelle certains ont tout brûlé avant de venir en Ukraine derrière eux, certains qui n'avaient plus rien à perdre, d'autres qui avaient beaucoup de choses à perdre mais qui se cherchaient et qui voulaient trouver quelque chose d'autre là-bas. Et puis évidemment, tout un tas d'autres thématiques très pragmatiques, comme par exemple le rapport aux femmes, ce genre de choses que j'ai essayé d'illustrer. Donc voilà, ça c'est mon propos introductif, Laurent. Moi, ce que je propose, si tu en es d'accord, c'est tout simplement qu'on prenne un maximum de questions et qu'on parle de manière très libre. C'est sûr que le format Zoom est peut-être moins facile qu'en présence. Mais voilà, moi je propose vraiment qu'on fasse cela et voilà, et qu'on prenne un maximum de questions, qu'on suive de manière à ce que les personnes qui sont connectées puissent en retirer le plus d'éléments. Alors, j'ai un certain nombre de questions, mais peut-être si à ce stade, les uns et les autres autour du Zoom, pas vraiment une table, mais Vincent, si vous souhaitez voilà, vous présenter, ça, on a votre nom, mais peut-être nous dire un petit peu voilà, vos questions par rapport à l'invité. Oui, bonsoir. Alors, je m'appelle Vincent, je suis diplômé 2001, CRH. Je suis dans l'informatique. Moi, ma question, c'est plus par rapport à l'univers informationnel qui était autour de vous au moment où vous prenez cette décision. Parce que j'imagine qu'il y a quand même une forte part d'émotion pour être drivé, désolé pour l'anglicisme, mais hors de sa famille, de ses amis, de son confort, etc. Il y a une émotion qui doit être relativement forte pour se pousser. Et quand j'écoutais votre interview sur Sud Radio avec Berkov, vous citiez notamment, je crois, vous me corrigez si je me trompe, un Néo-Zélandais qui disait où sont les enfants qui se cachent, où se trouve l'artillerie. Moi, je me mets du côté des enfants qui se cachent. Et quand je pose cette question d'univers informationnel, c'est que on a tous reçu cette nouvelle de l'entrée des troupes russes le 24 février comme un choc. Et on oublie parfois, quand on regarde les rapports de l'OSCE et des Nations Unies sur toute la période de 2014 à 2022, que 80% des victimes civiles, je parle bien des victimes civiles, 80% des victimes civiles dans l'est de l'Ukraine entre 2014 et 2022 sont du côté des républiques autonomes. Et donc, pendant 8 ans, il y a les enfants qui se cachent, en fait, ils sont à Donetsk, et l'artillerie, elle est côté ukrainienne. Mais ça, au niveau informationnel, dans les journaux, en France, en Europe, etc., tout ça, ça passe pas.
alors qu'évidemment en Russie, ils en parlent. Et on n'a pas ça comme information, mais on a le choc de l'entrée des troupes russes et on se dit, là maintenant, les victimes, ce sont les Ukrainiens côté de l'ouest de l'Ukraine. Alors, merci, c'est très intéressant votre question, parce qu'en fait, vous êtes en train de parler de comment arriver à prendre une décision d'engagement dans un monde où, par nature, dans un affrontement, il y a de la propagande des deux côtés. Hein, alors, il y a beaucoup de choses à dire. Je vais essayer d'être le plus efficace possible. Et Florent Parmentier, donc, Florent, quand je dis ça, je parle à toi, Florent, tu me diras ce que tu en penses et tu me corriges. Tout d'abord, moi, je ne veux pas rentrer dans la polémique sur les morts depuis 2014. Je pense qu'il y a des études extrêmement bien faites là-dessus. Je vous encourage à lire. Il y a beaucoup de choses en ligne. Il y a moyen de trouver des informations extrêmement claires. Je me contente simplement de préciser que quand vous dites l'essentiel des civils, c'était dans des républiques séparatistes, il est bien évident que quand il y a un affrontement sur une zone contestée, les victimes sont celles qui vivent dans les lieux où c'est contesté. Donc dire que les 80% des victimes sont dans les républiques séparatistes, les Russes les appellent séparatistes, vous savez que les Ukrainiens les appellent différemment. Autonomistes. Mais, voilà. Mais donc, tout ça pour dire, je ne rentre pas là-dessus parce que ce serait tout un débat et je pense que je suis loin d'être un expert pour aider. Ma question était sur l'univers informationnel, savoir si vous étiez sensibilisé à ça avant. Voilà, mais je me permets de dire simplement que c'est important, hein, sans vouloir trancher sur le fond, là encore, je ne suis pas compétent. Le simple fait qu'on utilise un mot ou l'autre pour parler de ces républiques, le simple fait qu'on dise oui, mais 80%, mais comment est-ce qu'on compte les gens? Juste une petite précision, moi du coup j'ai rencontré beaucoup d'Ukrainiens. Certains dans la même famille viennent de Crimée, c'est une famille de Crimée, les grands-parents sont pro-Poutine et plus personne ne leur parle dans la famille parce que les autres sont anti-Poutine et se considèrent ukrainiens. Donc, si vous voulez, c'est très compliqué. Le filtre informationnel de commencer à se dire qui est quoi, qui est pro, qui est russe, mais en fait pas russe, tout ça, il faut se garder de prendre pour argent comptant la propagande russe. Pour ma part, ce que je souhaite dire, c'est qu'au moment où je prends la décision, j'en reviens à mon néo-zélandais, je vous remercie d'en parler parce que c'est exactement ça qui est important. Le néo-zélandais qui débarque avec ses baskets trouées et avec son short. Il fait -10 la nuit. Hein. Bon, il arrive, les mains dans les poches, il était sur un bateau au milieu de la Méditerranée, et il descend à la première escale, et il arrive à Cracovie, il passe la frontière, il arrive chez nous à Lviv. Lui, il ne se pose pas la question de savoir ce qui s'est passé les 8 dernières années. Il regarde ce qu'il a en face des yeux. Et ce qu'il a en face des yeux, c'est très simple. Il a des enfants dans le métro de Kiev, il a l'artillerie, il a les colonnes de blindés qui arrivent, et il a un pays qui, qu'on le veuille ou non, quel que soit ce qu'on pense de l'Ukraine ou pas, et j'ai envie de dire, je ne provoque pas en disant ça, je dis simplement, je raisonne logiquement, même si on considère que l'Ukraine n'est pas un pays du point de vue de certains Russes, même si on considère que ce n'est pas une démocratie, là encore du point de vue de certains médias d'État russes, quoi qu'on en pense, du point de vue pragmatique de ces gens-là, et je raconte dans le livre que je ne suis pas du tout un pro, j'ai une tradition gaulliste dans la famille, donc je ne suis pas du tout pro-anglo-saxon, je suis au contraire très pro-russe, j'ai cherché à apprendre le russe étant jeune, au collège, j'ai étudié le russe, j'ai fait des échanges avec la Russie à Saint-Pétersbourg, donc j'ai commencé moi la guerre dans un univers mental très pro-russe. Donc ce néo-zélandais, lui, ne se pose pas cette question de savoir s'il est pro-russe ou autre chose. Il dit, aujourd'hui, il y a une armée professionnelle qui est en train d'attaquer un autre territoire et il y a des civils de l'autre côté. Et aujourd'hui, ces civils, ils sont face à une agression à 4 heures du matin. C'est comme ça que ça a commencé la guerre. Il y a des explosions qui ont retenti. Les gens se sont demandé si c'était un missile, 2 missiles, et puis à 5 heures du matin, ça a continué. Et à 6 heures, et là, tout le monde a pris la voiture, et tout le pays a commencé à fuir. Lorsque vous vivez ces scènes-là, la question de savoir si les 80%, c'est ceci ou si cela, elle est complètement hors sujet. Non, en fait, ma question, c'était de savoir si vous étiez intéressé à cette question avant. C'est-à-dire si la décision de partir, elle vient au moment où vous voyez ces images et au moment où
ça, finalement, donc ce choc de l'intervention des troupes, ou si vous suiviez cette question du Donbass avant, si vous aviez des informations ou des liens particuliers avec avant ça. Avec l'Ukraine, aucun lien. J'avais donc appris le russe bien modestement étant jeune, j'avais tout oublié. J'étais plutôt donc pro-russe. J'étais plutôt culturellement, c'est-à-dire avec une affinité russophone très affirmée. Pour moi, l'Ukraine, je connaissais certaines bases historiques, mais c'est tout. Et je dois bien avouer que certains de mes a priori, au fil des mois qui viennent de passer, et notamment la meilleure connaissance que j'ai pu obtenir par la confrontation avec les faits, moi, me fait en tout cas me rendre compte d'une chose très importante, c'est que nous, Français, et je ne suis, c'est pas une question de me lancer des fleurs, mais objectivement, moi, je ne suis pas du tout un spécialiste d'informatique ou d'autre chose, mais je suis un vrai spécialiste d'histoire depuis mon jeune âge. J'ai beau être considéré comme quelqu'un de très bon en histoire, on ne connaît rien au pays ex-Union soviétique. Mais rien, quand je dis rien, c'est-à-dire que pour nous, il y a un bloc qui s'appelle la Russie, il y a l'Empire de Russie, il y a l'Union soviétique. Et de manière générale, en dehors de l'histoire du communisme, on ne sait pas vraiment ce qui s'y est passé. Moi, j'ai fait le test là avec beaucoup d'amis autour de moi avec qui j'étais obligé d'expliquer justement mon engagement. Si vous commencez à parler, il y a eu une famine en Ukraine, quand, pourquoi, quel débat historiographique autour de ça, en quoi ce débat est important d'un point de vue du sentiment national ukrainien aujourd'hui. C'est sûr que si vous ne savez même pas qu'il y a eu une famine en Ukraine, vous n'avez jamais lu Vassili Grossman, forcément vous partez déjà avec un retard qui est abyssal pour comprendre le sentiment de la population locale. Voilà, donc tout ça pour vous dire, j'en termine là-dessus. Moi, j'avais absolument aucun a priori pro-ukrainien. Et il m'a semblé que, pour des raisons, du coup, je répondrai à d'autres questions, il m'a semblé que c'était vraiment une thématique purement européenne qui m'a poussé à aller en Ukraine. Merci. Peut-être pour compléter la question de Vincent, parce que c'est une vraie question, c'est-à-dire, je pense que la question qui est posée, c'est vraiment de se dire, et c'est comme ça que ça peut être vécu chez les Ukrainiens de l'Est, c'est-à-dire ceux qui ont été autonomistes, une partie des gens du Donbass ont effectivement le sentiment d'avoir été bombardés par son propre pays, ce qui est une autre expérience, effectivement. Et effectivement, je pense que ce qui nous a rendu collectivement peut-être dans une position plus compréhensive vis-à-vis des civils ukrainiens que des civils ukrainiens de l'Est, c'est-à-dire du Donbass, je pense qu'il y a une notion qui me paraît importante en sciences politiques, qui est celle de carte cognitive. Pour répondre et au point de Florent et au point de Vincent, la carte cognitive, c'est la perception que nous avons de l'histoire qui est en train de se raconter. Et c'est ça, je pense, Vincent, si je comprends bien, la question de l'espace informationnel. Et pour connaître effectivement Florent, je pense que l'un des points, qui doit être mentionné, en tout cas dans le livre, c'est peut-être le souvenir de Sarajevo. Je pense que ça vaut le coup peut-être. Bien sûr. Alors, là encore sur la partie informationnelle, j'ai bien compris la question, elle est tout à fait pertinente. Moi, mon propos était de dire, sur l'engagement, la question de pourquoi s'engager à un moment donné et pas à un autre. Et c'est très pertinent de dire que la guerre a commencé en 2014. Et donc, tout d'un coup, cette guerre, et c'est ce que j'essaie d'expliquer chaque fois dans le livre, je ne parle pas du début de la guerre, je parle du début de l'offensive généralisée, de l'invasion généralisée, ce qui est en fait simplement une continuation d'un affrontement qui avait continué. Donc, la question de pourquoi ici, et ça a été, il y a un grand nombre de questionnements qui m'ont été faits par la suite, mais pourquoi l'Ukraine et pas la Syrie, pourquoi pas les Kurdes, pourquoi pas beaucoup d'autres causes en définitive. Et évidemment, à travers ce questionnement-là, on peut avoir un questionnement tout à fait légitime, et puis on peut aussi chercher à travers ce questionnement, chercher à dire, en fait, rien n'est légitime, puisque si on ignore un problème et qu'on s'engage sur l'autre, c'était pas mon prémisse, hein.
Je suis moi-même, ouais, je suis moi-même père de 3 enfants. J'ai une famille et quand j'ai 45 ans, donc diplômé de bien, je pense que du point de vue des différents facteurs, on est à peu près pareil. Et c'est pour ça que je posais cette question, quel était cet univers qu'est-ce qui vous entourait dans cette prise de décision et parce qu'il y a une force émotionnelle extrêmement forte, se détacher de sa femme et de ses enfants, partir, prendre un risque, vouloir être soldat. Et puis au final, moi je suis très content qu'il vous ait mis des RH et en communication afin que vous puissiez revenir nous en parler. Mais j'ai derrière en fait ma question, je vais vous dire, j'ai été extrêmement choqué par l'interdiction des télévisions russes en Europe en un claquement de doigts. Moi, je me souviens de mes cours avec Emmanuel Davidenkov. Et ce qu'il nous disait, c'était en journalisme, vous devez croiser vos sources, croiser vos sources. De chaque côté, il y a des parts de vérité et vous devez vous faire votre... Pardon, excuse-moi. Hein. Et donc, c'est pour ça, en fait, que je me posais cette question, c'est parce que j'ai l'impression, malgré tout, qu'on est en train de se départir d'une partie de nos bases démocratiques en Europe occidentale, dans un contexte où on dit qu'on veut les défendre. Et ce n'est pas par rapport à votre expérience personnelle que je dis ça. Je vais répondre en répondant aussi à ce que tu me disais, Florent, sur Sarajevo, ainsi de suite. Moi, je ne suis pas d'accord, Vincent, mais c'est le principe d'un débat, c'est qu'on a le droit de ne pas être d'accord. Moi, je vais te dire ce que j'en pense. Mon univers à moi, c'est Sarajevo et c'est le Rwanda. D'accord ? Le Rwanda, c'est une tragédie qu'on connaît, qu'on pense connaître. Moi, je me concentrerai sur Sarajevo parce que Sarajevo, à la différence du Rwanda, c'était en Europe. Et non seulement c'était en Europe, mais c'était à 1h30 de route de certaines capitales européennes. C'était notre continent et j'en arrive maintenant à la construction européenne, qui est le moteur un peu de ma vision de notre continent. Ça reste un continent qui s'est acheté la paix au prix de la construction européenne, pour faire simple. Et on s'est acheté notre prospérité sur la base tacite et explicite, parce que parfois on oublie de l'expliquer, mais c'est aussi explicite dans les textes, de ne plus avoir de guerre. Et donc Sarajevo, j'étais un gamin, j'avais 10 ans, 11 ans, 12 ans, parce que ça a duré 4 ans, le siège de Sarajevo. C'est le moment où on se dit, mais attends, on m'a expliqué qu'il n'y aurait plus de guerre entre les Français et les Allemands, parce que ça tout petit, on peut le comprendre. Mais tout d'un coup, on s'aperçoit qu'il y a des gens qui montent dans les bus à Srebrenica, et puis on tue tous les hommes en âge de se battre. Et puis, il y a le bombardement du marché de Sarajevo. Donc c'est le moment où on se dit, il y a quelque chose qui n'est pas cohérent avec ce qu'on essaie de nous expliquer sur nos valeurs. On peut tout à fait intervenir, on peut faire quelque chose. Et en définitive, l'intervention est venue au fil des années. Et pour moi, les héros de ma génération, c'est les casques bleus. Notamment les casques bleus. Alors, il y en avait au Rwanda, c'était différent. Mais il y a les casques bleus à Sarajevo. Donc ça, c'est mon univers. Ensuite, il y a évidemment l'univers sur les brigades internationales d'Espagne, de la guerre d'Espagne. Je ne vais pas revenir là-dessus. Entre gens de Sciences Po, on devrait tous avoir les références. Moi, mon sentiment, c'est précisément l'inverse de ce que tu viens de dire. Mais vraiment l'inverse. Qui est de dire, on a un modèle européen. Quoi qu'on en dise, moi, je considère qu'il y a un modèle européen de prospérité. Ce qui n'est pas sans difficulté d'ailleurs, puisqu'on a oublié ce que c'est que de ne plus avoir cette prospérité et de devoir envoyer nos gamins se faire tuer. On a supprimé le service militaire et on se comporte comme si tout allait toujours être un enrichissement permanent. Ce qui n'est pas sans problème d'un point de vue du prix à payer pour l'état de liberté que nous vivons aujourd'hui. Donc moi, je considère, on ne va pas épiloguer là-dessus, chacun se fera son opinion, que nous sommes en Europe dans le système qui permet la plus grande liberté, puisque les systèmes alternatifs, aujourd'hui, je considère qu'il y en a 3, et là je suis un peu plus polémique, puisqu'on est en petit comité et qu'on n'est pas dans un média sur les grandes chaînes, donc je me lâche un peu plus, Vincent, et à toute l'assistance. Moi je considère qu'on a 3 ennemis, on a 3 systèmes ennemis. 1, la Russie, 2, la Turquie, et 3, la Chine. Évidemment, la Chine est de loin, et de très loin, le plus dangereux de manière stratégique. Pour autant, on voit bien qu'il y a des modèles alternatifs
certains qui sont liés à des problématiques de religion, d'autres qui sont liés à des problématiques de nationalisme sur le continent, et puis évidemment la Chine, parce que c'est un modèle alternatif, international, en termes de, on va dire pour faire simple, de liberté publique et d'économie. Et donc je crois fondamentalement que c'est pas parce qu'on nous a éduqués en considérant que le commerce c'était l'alpha et l'oméga de tout, et que tout le monde allait finir par s'en mettre tellement plein les poches, que tout le monde allait finir par être démocrate, que tout se vaut. Je considère qu'aujourd'hui, si vous êtes un citoyen, il vaut mieux vivre aujourd'hui libre en France qu'en Chine ou à Moscou ou à Istanbul. Et contrairement à ce que tu viens de dire là, moi je pense qu'une démocratie, elle doit savoir se défendre, elle doit savoir se battre. Et quand on se bat, et c'est ça la réalité de la guerre que je pense qu'on a trop oublié, et c'est la raison également de mon engagement, parce que dès le départ, je savais très bien qu'on n'allait pas intervenir directement, ou en tout cas on allait le faire dans le meilleur des cas par un soutien militaire, enfin pardon, un soutien d'armement et financier. J'ai considéré qu'il y avait besoin, nous, pays occidentaux, riches, derrière notre bouclier nucléaire, personne ne va venir nous prendre l'Alsace. Vous êtes d'accord, Vincent? À partir du moment où là, on avait la guerre de retour, on ne pouvait plus, et surtout moi à 40 ans et plus à 10 ans ou à 12 ans comme à Sarajevo, je ne pouvais plus passer à côté. Et après, il y a toute la question qui est encore autre chose sur la raison pour laquelle j'ai choisi la nature de cet engagement, qui est un engagement militaire, qui aurait pu être un autre engagement. Mais donc voilà, moi je considère qu'on est en guerre, Vincent. Alors, pardon, on n'est pas dans un état de guerre, mais nous sommes en train de gérer une guerre sur notre continent. Que cette guerre, elle est dans nos opinions publiques, puisque nous sommes des démocraties, une guerre informationnelle, puisque dans une démocratie, c'est pas le problème des Chinois, hein. En démocratie, on vote, et comme on vote, on doit se faire une opinion. En tant que citoyen, on a la responsabilité de voter. Et si on laisse l'ennemi venir nous dire n'importe quoi, à n'importe quel prix, comme c'est le cas depuis 20 ans, et je rappelle quand même qu'en 2017, déjà, les Russes ont essayé d'influer le résultat de l'élection présidentielle avec les Macron Papers 2 jours avant le deuxième tour de l'élection présidentielle. Donc, ce sont des opérations d'influence qui datent depuis de longue date, qui sont de longue date. Donc non, les Russes sont nos ennemis, ce sont des ennemis au Mali, ce sont nos ennemis en 2017. Et il n'y a aucune raison que des démocrates, sous prétexte qu'on cherche à être des plutocrates qui commercent avec tout le monde, qu'on laisse une puissance étrangère venir influencer nos élections libres et démocratiques. Donc non, je ne suis pas d'accord avec toi, mais on a le droit de ne pas être d'accord. Florent, je m'excuse, j'ai pris beaucoup de temps, mais je ne me rends pas compte combien il y en a de questions qui sont sur le... On peut ouvrir à d'autres questions pour ceux qui le souhaitent. En tout cas, merci, parce que c'est des échanges, je pense, sur des questions de fond. Effectivement, Ouais, Vincent, parce que en plus, moi, ce que j'aime, c'est que le format qu'on a là, on peut être un peu plus direct. Donc, c'est très bien que Vincent, tu me challenges sur ça et j'apprécie. Et donc, peut-être, on peut passer à un autre élément. Je pense que sur l'engagement, on a pu mesurer effectivement donc, le point. Peut-être, ce qui peut être intéressant comme élément de discussion, et si tu veux en dire quelques mots, c'est en quelque sorte le pays là où tu l'as trouvé en février dernier, février-mars, et peut-être tel que tu l'as vu, peut-être évoluer. Dans les discussions préparatoires, il y a une question qui est importante et qui est très souvent très délicate à aborder, qui est la question de si on doit faire la paix, on doit faire la paix avec des ennemis. On ne fait pas la paix avec des amis. A priori, on est là pour ça. Pour autant, on a l'impression que parfois, ce qui n'est pas ton cas pour d'autres raisons, mais parfois on a l'impression que le fait d'évoquer la paix est presque plus grave que finalement de nourrir le conflit. Ce qui peut être un problème dans la mesure où à un moment il faudra bien atterrir. Mais pour l'instant, on peut avoir l'impression qu'on est, je me fais l'avocat de la mauvaise cause, mais en quelque sorte, c'est cette idée, est-ce qu'en disant qu'on veut la paix, c'est mal? Parce qu'après tout, on peut se dire, s'il y a un adversaire, etc., c'est mal parce qu'en fait, il y aura une guerre derrière qui ne fera rien.
Je vais parler Est-ce que c'est légitime? Parce qu'après euh, tout, il y a eu aussi des gens entre 14 et 18, des intellectuels qui ont pris la position pour dire effectivement, des Stefan Zweig, etc. D'ailleurs, qui ne sont pas idiots. Et donc peut-être voilà, sur cette question de l'évolution et moi, je vais comment on fait partir pour de. faire une paix après Boutcha? Moi, je vais essayer tout à fait ça. Comment on fait pour faire la paix après Boutcha? En fait, ça résume beaucoup de choses. Et c'est pas Boutcha en soi, mais c'est tout un tas de choses. Moi, je vais partir du très concret, puisque c'est ça l'intérêt quand même de mon livre. Moi, je suis pas un spécialiste de l'Ukraine, comme je le disais à Vincent. Donc, mon sujet, c'est d'essayer de témoigner de ce que j'ai constaté. Et il y a eu un changement radical qui s'est fait depuis 8 mois, puisque c'est 8 mois, je crois, aujourd'hui. Tout simplement, c'est un pays qui s'est découvert en guerre. Là où, justement, 2014, toute une partie de l'Ukraine se considérait comme en paix. C'est-à-dire que depuis 2014, les Ukrainiens avaient fini par vivre avec cette espèce de plaie qui s'ouvrait, qui se refermait, dont on savait qu'elle risquait de s'ouvrir. On avait peur. Il y avait l'histoire de la Crimée qui est loin d'être une anecdote qui était portée notamment par tout un courant politique en Ukraine. Mais là, tout d'un coup, le pays n'a plus le choix. C'est-à-dire qu'aux quatre coins du pays, c'était des alertes aériennes et les gens étaient dans le déni. Ils le disent eux-mêmes. Hein. Et d'ailleurs, j'encourage tout le monde à lire la longue interview du président Zelensky avec le Washington Post, où il explique lui-même que pendant 6 mois, les Américains prévenaient l'invasion arrive. Et on sent bien, chez le président Zelensky, il ne le dit pas tout à fait explicitement, on sent bien que lui-même avait du mal à y croire. Alors, est-ce que c'est lié notamment, évidemment, lorsque les Américains vous disent on ne peut pas vous montrer les preuves, mais il faut nous croire? Est-ce que, évidemment, il y a l'histoire de l'Irak derrière? J'ai tendance à croire que oui. Mais donc, il y avait cette espèce de chose qui était impensable, qui est les Russes arrivent. Les Russes arrivent, ils ne vont pas simplement s'occuper du Donbass. Donc, les gens étaient dans le déni, et dans les premiers jours, vous avez cette espèce de complexe où les Ukrainiens sont sous le choc et pensent que tout va s'effondrer. Ils s'enfuient. Il y a ces millions de gens sur les routes, et les volontaires, ceux que j'ai rencontrés sur la base, là, j'étais avec la défense territoriale, puisque la Légion géorgienne, c'était un bataillon de volontaires étrangers, mais en fait, on était avec la réserve territoriale, qui est en fait l'armée de réserve, qui est en train aujourd'hui de monter en puissance avec des centaines de milliers de gens, mais qui étaient comme moi des gens, des grands-parents, des jeunes étudiants de 20 ans, des gens qui n'avaient jamais tenu une arme de leur vie pour la plupart, et qui aujourd'hui sont au front. Hein. Donc ça, déjà, c'est une première énorme différence, c'est que quoi qu'il arrive maintenant dans le futur, l'Ukraine est un pays en armes. L'Ukraine est un pays de gens qui ont sacrifié, ne serait-ce que symboliquement. Ce sont des professeurs d'histoire qui sont allés manipuler une Kalachnikov, ce sont des étudiantes qui sont allées sur le front, soit en tant que médecins, soignantes ou combattantes de première ligne. Donc c'est un pays qui s'est découvert en guerre et qui a mis des mois à le faire. Et la question rituelle que j'explique dans mon livre, c'est quand on vous croise et chacun se salue en demandant est-ce que tu as une expérience militaire? La première question, c'est voilà, on se salue, c'est as-tu une expérience militaire? Donc, ce qui a changé pour ce pays dans 8 mois, c'est qu'aujourd'hui, il y a ce double effet d'avoir compris qu'ils avaient survécu. Première chose, c'est qu'ils ont survécu. Alors que, comme tu le disais en introduction, tout le monde pensait que Kiev allait tomber. Moi, le premier, mon camarade avec qui je pars est un Lituanien, et lui, il prend 2 semaines de congé. Il prend 2 semaines de congé en se disant dans 2 semaines, soit je serai mort, soit je serai de retour parce que Kiev ne sera pas tombé. En tout cas, la guerre allait être courte. Bon, c'est bien signe que personne ne savait rien à ce qui allait se passer. Là, la différence, c'est que maintenant les Ukrainiens ont compris que la guerre allait être longue, que leur économie est une économie de guerre, et que la totalité de la population, et c'est là que j'en viens à l'énorme changement, c'est que l'Ukraine, et là je m'arrêterai Florent, parce qu'après c'est les limites de ma compétence, mais beaucoup d'entre eux ne vous le disent pas, mais vous le font comprendre, au début de la guerre étaient plutôt ce qu'on appellerait, nous, de manière un peu crue en France, pro-russe. C'est-à-dire que beaucoup d'entre eux, d'ailleurs ne parlent pas ukrainien, en tout cas ce sont des gens qui trouvaient qu'effectivement il y avait des torts des deux côtés, pour faire ça, d'accord, si on résume. Ou en tout cas, ils n'étaient pas tout à fait sûrs que la place de l'Ukraine était nettement dans l'Union européenne et pas dans une certaine sphère là. Ça a énormément changé. Parce qu'il y a Boutcha, parce qu'il y a les viols, parce qu'il y a les enfants découpés, parce qu'il y a les exécutions, parce qu'il y a les tortures qui sont prouvées. Et donc ça a changé l'univers mental. Et on en arrive à la question, on en avait parlé, toi et moi, Florent, des coûts irrécupérables, qui est la question de
Si Poutine, imaginons, moi je ne suis pas un spécialiste, mais avait demandé aux citoyens lambda dans la rue ukrainien au bout d'une semaine de guerre ou 2 semaines de guerre, s'il était prêt à lâcher, je ne sais pas moi, allez, on va dire, on va pas être créatif, on va juste s'en tenir à la Crimée. Est-ce que vous êtes prêt à signer que la Crimée est définitivement russe pour le prix que je retire mes troupes? Je pense qu'au bout de 2 semaines de guerre, il n'y a pas grand monde dans la rue, citoyen de base, qui ne soit pas ultranationaliste, qui n'aurait pas dit oui, plutôt que d'avoir une occupation complète du pays. Aujourd'hui, ce que je peux garantir, et ça j'en arrive maintenant à la question de la paix et de la perspective, il y a plus grand monde qui, même s'il le pensait, oserait formuler, ne serait-ce que dans le cercle familial, la volonté de faire une paix sans libération totale des frontières internationales de l'Ukraine selon les frontières nationalement reconnues. Cela inclut donc la Crimée. Ça, c'est quelque chose qui est dans chaque publication sur les réseaux sociaux. Je veux dire, toutes les publications, je lisais encore là, mon capitaine de mon bataillon, un Ukrainien qui est aujourd'hui sur le front depuis 6 mois, qui n'a pas vu ses enfants depuis 6 mois. Toutes les publications se terminent par jusqu'à la victoire entière. Et la victoire entière, c'est la libération de la Crimée. Donc ça, c'est déjà une chose, ce sont des gens qui sont en armes, qui sont des citoyens qui vont voter. Et c'est ce que j'essaie d'expliquer sur les plateaux, c'est que c'est bien gentil de vouloir expliquer qu'un jour, on allait finalement demander à Zelensky, au président Zelensky, dis donc, il serait temps de négocier. Et c'est tout le problème du président Macron qui cherche à avoir une pensée voilà, complète et nuancée. On l'a vu avec son discours en Italie récemment, où il explique que oui, il faudra avoir une paix, mais lorsque les Ukrainiens la demanderont. Mais évidemment, chacune des parties entend ce qu'elle veut entendre. Et les Ukrainiens, notamment, sont très remontés contre la communication du président Macron, parce qu'eux, ils voient un sous-entendu qui est qu'il ferait la paix lorsque la communauté internationale le demanderait. Le président Zelensky, ça c'est ma conviction profonde, Florent, après chacun se fera son idée, moi je suis convaincu qu'aujourd'hui, si le président Zelensky allait devant la Rada, l'Assemblée nationale ukrainienne, et disait « je veux ouvrir des négociations de paix », dans les 24 heures, il serait sorti de son bureau, manu militari, et il serait remplacé. Et je ne parle pas là je ne suis pas en train de faire du complotisme, CIA, tout ça, je parle par les Ukrainiens, par les citoyens ukrainiens qui ont été, et c'est bien le propre de la guerre, radicalisés. Il risquerait sa vie. Dans leur souffrance, mais dans leur souffrance. Mais parce que oui, non, mais je veux dire, Zelensky risquerait sa vie s'il proposait la paix maintenant. Mais de toute façon, il ne le ferait pas puisqu'il est ukrainien et qu'aujourd'hui, lorsque vous avez des dizaines de milliers de gens qui sont morts, les hôpitaux, moi c'est des témoignages de mes amis qui sont là-bas, les hôpitaux de Kiev sont remplis d'amputés. Il y a 10 personnes par chambre, sans jambes, sans bras. Donc, lorsque vous avez ce coût, vous avez ces pertes, la paix devient beaucoup plus chère. Parce que irrécupérable. Vous ne voulez pas accepter que vous avez fait des sacrifices pour quelque chose qui va vous paraître un pis-aller. Donc voilà, moi, ma réponse, j'ai vu qu'il y a une question qui avait été posée par écrit pendant que je parlais. Donc la réaction, la paix, je la vois bien mal. Je vois en tout cas tout leadership politique va devoir vendre une paix à ses opinions publiques, à commencer par évidemment l'opinion ukrainienne, qui elle, sauf à retournement de la situation militaire, ce qui, à mon humble avis, risque de se passer à un moment ou à un autre avec la mobilisation massive russe, en tout cas, peut se passer en tout cas, je pense que, sauf retournement majeur et sauf changement radical en termes de souffrance, en termes de dynamique politique interne à l'Ukraine, j'ai du mal à voir comment est-ce qu'une paix serait négociée sans des opérations militaires qui incluraient la Crimée. Pour ce qui est j'ai vu une question passer elle est liée à cette question de la paix, sur la réaction de la Russie. Là, pour le coup, je vais y passer beaucoup moins de temps parce que je suis moins pertinent pour en parler, mais j'ai quand même ma petite idée sur la question. C'est relativement simple. Quoi qu'il arrive, lorsque vous enclenchez une guerre et que vous êtes dans un système, il faut bien l'appeler par son nom, dictatorial, la manière d'arrêter la machine n'est pas la même qu'en démocratie. C'est 2 systèmes qui ont des logiques propres. Ici, le nationalisme et le souhait de réintégrer les anciennes républiques
ex-soviétique au sein de la Grande Russie est quelque chose dont le régime politique russe actuel n'a jamais fait mystère. Cette volonté de récupérer l'étranger proche, cette volonté de restaurer la grandeur de la Russie a toujours été présente, que ce soit à travers les manifestations religieuses, enfin ainsi de suite. À partir du moment où la guerre a été déclenchée, l'invasion généralisée a été déclenchée sur l'initiative russe, bien que la propagande la présente évidemment comme une provocation de l'OTAN, mais bon, au bout d'un moment, la réalité c'est que les chars n'ont pas passé la frontière russe, et ça, les Russes eux-mêmes le savent. Il y a un prix à payer à arrêter l'invasion. Et ce prix, quand on est un dictateur, il est très souvent à payer avec sa vie. Donc mon constat, il est relativement simple, il est que nous sommes dans une situation où la solution ne peut venir que d'un changement personnel à la tête de la Russie. Ça ne veut certainement pas dire que je présuppose un changement vers des institutions démocratiques russes ou même une certaine opposition qui, à ma connaissance, n'existe pas en tant que telle en Russie, mais en tout cas un changement de la personne à la tête du système, ce qui est d'ailleurs appelé de leur vœu par les Ukrainiens dans des termes peu diplomatiques, vous vous en doutez, et évidemment du côté ukrainien par une perception de la réalité militaire, une perception de la réalité d'une paix potentielle qui aujourd'hui est introuvable. Donc les deux ensemble me font penser que c'est une guerre qui va durer, peut-être pas avec des opérations de grande envergure, mais en tout cas qui ne se résoudra pas rapidement avec un traité, et qui aura des répercussions politiques très importantes à la tête des deux régimes, démocratiques en tout cas en Ukraine et dictatorial en Russie. Et voilà, en tout cas, moi, mon sentiment, c'est que j'ai du mal à imaginer que les deux présidents actuels soient ceux qui finiront par signer un traité de paix. Mais ça, c'est purement de la conjecture. Alors, si je peux me permettre, juste, comme j'écoute les infos des deux côtés, quand on entend Medvedev parler, je ne suis pas certain que le mouvement pour la paix est à gagner par un remplacement de Poutine par Medvedev, parce qu'il est pas vraiment pacifiste. Ça, c'est pas mon sujet, Vincent, c'est pas compétent. Oui, voilà. Mais voilà, je voulais juste apporter ça, parce que je suis assez... je partage tout à fait votre point de vue sur le fait que avec les coûts humains de cette guerre depuis 8 mois, et d'un côté, et de l'autre, le problème est que parler de la paix, c'est extrêmement compliqué. Je ne vois pas de quelle manière, soit par les défaites totales de la Russie qui est appelée par les Ukrainiens, soit par la défaite totale des Ukrainiens. Et c'est ultra dangereux en fait. C'est autre chose, Vincent. De toute façon, si vous savez, aujourd'hui, la guerre, elle est déjà là, donc je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on dit que c'est dangereux. Hein. La guerre, elle existe déjà. Est-ce qu'on a d'autres questions, Florent? Alors, il y avait la question à laquelle tu réponds de Christine Anceau sur comment la guerre va réagir face à son échec en Ukraine, mais ça revient en fait à la question du régime. Est-ce que vous voulez peut-être préciser, est-ce que ça vous a convenu ce que je vous ai dit, ou est-ce que vous aviez un élément particulier en tête? Ça a convenu. Alors, je vais compléter la question. Comment, peut-être, pour aller plus dans les perspectives maintenant et la suite du conflit, une guerre, il y a forcément des risques de dérapage. Qu'il arrive, ce qui ne veut pas dire que la frappe nucléaire est là, ce qui ne veut pas dire que la centrale de Zaporijia va exploser, ce qui ne veut pas dire que question du barrage, effectivement, qui inquiète tout le monde. Je ne regarde pas à chaque heure pour savoir comment ça se passe, mais il y a quand même des risques majeurs, en fait, sur lesquels... est-ce qu'il n'y a pas également une perception... Alors, on peut comprendre la perception des Ukrainiens vis-à-vis des critiques, vis-à-vis d'Emmanuel Macron, mais est-ce que les principales inquiétudes, aujourd'hui, on est à 2 semaines d'une élection aux États-Unis, celle des midterms, où... on sent qu'une partie des républicains vont commencer à poser des questions à Joe Biden sur pourquoi nous amener au bord de la guerre nucléaire, pourquoi soutenir un pays qui nous coûte 5 milliards de dollars par mois juste pour rester à flot.
avant même toutes les destructions des infrastructures qu'on vient de faire les Russes sur différents points, ce qui amène des villes aujourd'hui comme Kiev à vivre dans le noir de manière complète, avec des approvisionnements qui sont prévus par le président Biden, mais qui pourraient être ralentis par le Congrès. Est-ce qu'il n'y a pas une inquiétude américaine? Comme il y avait une inquiétude américaine en 2016, moi je trouve que j'étais en 2000, oui c'est ça, 2016 à Kiev, et l'une des grandes questions c'était effectivement, tiens, qu'est-ce qui se passe si Donald Trump vient? Est-ce que ça veut dire qu'il va nous forcer à faire une paix, etc. Est-ce que cette question américaine, tu la sens chez tes interlocuteurs? Alors, pour moi, il y a vraiment un camp. La perspective que nous avons en France est complètement différente des interlocuteurs ukrainiens. C'est un autre monde, c'est normal, eux sont en guerre, pas nous. Et quand je dis pas en guerre, c'est que c'est notre guerre, mais on ne la vit pas au quotidien. Donc c'est très difficile mentalement, et c'est aussi ce que j'ai cherché à retranscrire dans le livre, c'est très difficile de faire ce changement mental, de comprendre ce que ça veut dire lorsque vous vous réveillez et que vous courez avec vos gamins pour vous mettre dans les souterrains. Ça vous fait quelque chose qui change radicalement votre vision des choses et votre traitement de l'information. D'accord? Ça, c'est la première chose. Et c'est ce que je sous-entendais tout à l'heure. Ça vous radicalise. Ça radicalise beaucoup de choses. La vie devient très binaire. Ça vous permet de supporter les morts. Ça vous permet de supporter le fait qu'on tue des gens, que les Russes, d'une certaine manière, une déshumanisation du soldat qui est l'ennemi russe, et ainsi de suite. Et l'héroïsation, je ne sais pas comment est-ce qu'on dit ça, le caractère héroïque, en tout cas, du défenseur ukrainien du point de vue ukrainien. Bon, alors, pour revenir sur donc, la vision des Ukrainiens. Eux, c'est extrêmement simple. Ils savent que leur pays dépend entièrement de l'aide. Une fois qu'on a dit ça, ils se sont découverts une nation. Ce que j'explique, moi, en rentrant en Ukraine la première fois, c'est que vous avez des centaines d'hommes ukrainiens qui vont dans le même sens que moi. Moi, je suis dans un bus qui est vide en partant de Cracovie avec mon lituanien. On passe la frontière et là, le bus ramasse à la frontière des gens qui sont venus en train, à pied, en voiture personnelle, en covoiturage, qui viennent de toute l'Europe pour aller se battre, parce que Zelensky est resté se battre. Donc, c'est clairement un des avis de naissance de cette nation. Alors, mes copains ukrainiens ne seraient pas contents si je disais ça, mais quoi qu'on en pense, même si on se met du point de vue du plus nationaliste russe, et que l'Ukraine n'avait jamais existé auparavant, aujourd'hui elle existe. Parce qu'il y a des gens qui ont décidé de mourir pour cette cause, qui est incarnée par, aujourd'hui, cet uniforme, par ce folklore, les javelines, enfin tout ça. Et donc, dans cette nouvelle conscience ukrainienne, il y a cette fierté d'avoir survécu, il y a la fierté du sacrifice, et donc, j'arrive maintenant à comment est-ce qu'ils voient ce soutien. Il y a un peuple de 44 millions, c'est la population de la France à la Première Guerre mondiale. 40 millions de personnes sont des gens qui se disent, quel qu'en soit le prix, nous voulons être libres. Et chaque mois qui passe les empêchera, va endurcir ce peuple pour résister quoi qu'il arrive. Et donc moi, mon sentiment, c'est que oui, il y a une énorme inquiétude sur la possible fin des sanctions, ce qui explique l'immense guerre informationnelle du point de vue ukrainien, brillante, d'ailleurs, si je puis me permettre, tout le monde en conviendra, du président Zelensky et des Ukrainiens. D'ailleurs, l'appel, si je puis me permettre, aux étrangers, aux volontaires étrangers, était un coup fantastique de communication, puisque par définition, lorsque vous appelez à des étrangers à venir mourir pour un pays qui n'est pas le vôtre, c'est que vous êtes du bon côté. Hein, c'est quand même, en deux mots, c'est quand même ça l'idée. Donc, cette guerre informationnelle brillante, elle repose sur le fait qu'ils sont tout à fait conscients que sans l'aide, ils seront dans les pires difficultés, voire ils auront perdu. Mais en parallèle, depuis 8 mois, la mentalité est devenue, même sans eux, on finira par y arriver. Pourquoi? Premièrement, parce qu'il y a la démythification de l'armée russe, qui est, l'armée russe n'est pas l'ogre insurmontable qu'on pensait, que nous, Ukrainiens, pensions qu'elle était. Eux-mêmes se sont retrouvés surpris de résister, surpris d'y arriver. Donc oui, il y a cette angoisse, mais il y a cette fierté, ce nationalisme qui maintenant étreint toute une société en guerre, depuis les enfants jusqu'aux personnes âgées, et qui dit on y arrivera. Et il y a ce fameux discours, ça reste un discours, mais je pense qu'il y a un mérite fantastique d'exprimer la mentalité ukrainienne, c'est le discours de Zelensky qui dit
sans lumière ou sans vous, sans vous. Sans nourriture et sans vous, sans vous. Sans chauffage ou sans vous, sans vous. Et parce que le froid, l'obscurité et la faim seront toujours moins effrayantes pour nous que votre amitié. Et ça, ce discours, pour moi, c'est le grand discours de la guerre. C'est encore plus que son premier discours incroyable en russe, qui était le jour du déclenchement de la guerre, où il s'exprime en russe à l'intention des citoyens de la Fédération de Russie. Donc, on est... oui, merci Vincent, c'est tout à fait ça. En fait, l'histoire des tranchées que vous mentionnez, je m'excuse, je vois que le temps a filé, mais c'est tout à fait ce qui s'est passé cet été. Cet été, c'était une guerre de tranchées. De mai-juin, il y a eu plusieurs phases. Il y a eu la phase de défense, comme on a pu tout début de la guerre. Et puis ensuite, mai-juin, c'était une guerre de tranchées avec des drones au-dessus. C'était la Première Guerre mondiale. Et depuis fin août et septembre, avec la contre-offensive ukrainienne, qui elle-même, on parle de contre-offensive, en fait, c'est une offensive avec plusieurs fronts, et puis surtout des contre-offensives russes, qui sont massives en septembre, et qui continuent aujourd'hui. On a la Deuxième Guerre mondiale, pour faire simple. Parce que c'est des offensives d'armes combinées avec des blindés, avec de l'infanterie mécanisée, des deux côtés. Donc, on est véritablement face à la naissance voilà, l'esprit des poilus de la Première Guerre mondiale. Elle est née chez les Ukrainiens en ce moment. Et ceci a des conséquences. Et donc, sur le soutien, les Ukrainiens sont très conscients du besoin, notamment des pays qui ont un fort penchant russophile, comme la France. Évidemment, avec le statut français très particulier, hein. Il y a une déclaration d'ailleurs des 3 puissances nucléaires du Conseil de sécurité qui ne sont pas chinois et pas russes, je crois avant-hier, dans laquelle il y a une déclaration conjointe où on avertit, où les ministres des Affaires étrangères des 3 pays, donc États-Unis, Royaume-Uni et France, avertissent solennellement qu'ils n'accepteront pas la propagande d'une bombe sale ukrainienne telle qu'elle est présentée aujourd'hui par le ministre des Affaires étrangères russe auprès des chancelleries occidentales. Donc tout ça montre bien que la France et les 2 autres pays anglo-saxons mentionnés est au cœur d'une lutte informationnelle énorme. Et je pense qu'il faut comprendre et interpréter les discours du président Macron notamment à l'aune tant d'une audience extérieure, mais avant tout à l'aune d'une audience intérieure française, domestique, qui, je le rappelle, a voté, même si on m'en veut un peu lorsque je le dis, qui quand même a voté au premier tour de l'élection présidentielle, dans sa majorité pour des candidats qui étaient très pro-russes. Je parle notamment de LFI, de M. Zemmour et de Mme Le Pen, qui ont, dès le début de la guerre et auparavant, qui ont exprimé des positions extrêmement pro-russes. Donc la majorité des électeurs français ont voté pour des gens qui, eux, expriment ces positions-là. Et aujourd'hui, on le sait bien, avec un gouvernement minoritaire à l'Assemblée, on est donc face à une très grande fragilité de la France. Et je pense qu'il faut interpréter tout ce qui est informationnel d'un point de vue ukrainien vers la France à cette aune. Et également la stratégie de communication du président Macron, même si elle est très mal perçue par le citoyen ukrainien de base. Donc pour ce qui est ensuite des risques de soutien, je termine en 30 secondes, les mid-termes américains sont critiques puisque sans États-Unis, la vérité, c'est que l'Europe, et c'est un échec critique de l'Union européenne, à mon sens, moi qui suis un pro-européen convaincu et anti-impérialiste voilà, américain de tout poil, russe, tout ce que vous voulez, je pense que la question de la souveraineté et de l'autonomie européenne a été dramatiquement résolue, et c'est ça la vraie question stratégique qui a été tranchée, où, dans les faits, la faiblesse de la réponse des Européens de l'Ouest, pour faire simple, a donné raison à tous ceux qui, dans les pays d'Europe centrale, nordique, bref, tout ce que vous voulez, dit de l'Est, depuis des années, ont refusé de coopérer pleinement à la défense et à la construction européenne, parce qu'aujourd'hui, sans les États-Unis, et bien, tout simplement, et sans l'OTAN, l'Ukraine tombait. Donc, je pense que ça, c'est le vrai enseignement stratégique, qui est que sans les États-Unis, et avec un Parlement états-unien qui refuserait de financer, comme tu l'as rappelé Florent, la guerre en Ukraine, les Ukrainiens se sont trouvés dans une situation où ils compteraient que sur eux-mêmes, et ça veut dire une guerre de partisans, ça veut dire une guerre qui changerait radicalement de visage. On va peut-être prendre les 2 dernières questions avant de se quitter. Celle de Pascal Pellet, donc sur l'idée, pour faire simple, effectivement,
sur laquelle les Américains avaient des renseignements qui étaient les plus avertis. Ils ont tiré les bonnes conclusions des renseignements qu'ils avaient en face d'eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas suffisamment d'hommes pour attaquer. Moi, je devais aller à Kiev du 23 au 24 février. Bon, il se trouve que c'est 5 jours avant où les organisateurs de la conférence ukrainienne m'ont dit là, voilà, une situation qui est complètement organisée, mais une semaine avant, j'avais mon billet. Enfin, tout était organisé. Donc, les Américains avaient la bonne lecture, étaient capables à 1 heure près d'indiquer quand la guerre allait se commencer, mais la vraie question, c'est de se dire, est-ce qu'ils ont pris les bonnes décisions pour éviter le conflit à ce moment-là? Question compliquée à laquelle moi, je n'ai pas la réponse. Non, cette question est très, très compliquée. Si toi, tu n'as pas la réponse, je ne l'ai pas, Florent. Moi, je me contente simplement de préciser certaines choses. Je ne suis pas diplomate. Donc, moi, mes réponses n'engagent que moi. Je vais simplement dire que, à force de se poser ces questions qui sont tout à fait légitimes lorsqu'on cherche à créer un ordre mondial diplomatique, éviter les conflits militaires, tout ça, je veux bien. Je veux dire, ça, c'est le temps, l'idéal des Nations Unies tel qu'on aurait souhaité qu'il fonctionne. Là, le temps n'est plus à ça. Le fait de poser la question, c'est d'une certaine manière se dire qu'on cherche une responsabilité qui est partagée. Je suis bien obligé de le dire parce que dire que les États-Unis auraient pu éviter, c'est d'une certaine manière faire reposer sur les États-Unis la légitimité d'organiser la sécurité collective sur le continent européen. Donc déjà, se poser cette question-là, il faudrait se demander pourquoi est-ce que nous n'avons pas été capables, nous, plus riches, je rappelle le PIB de l'Union européenne plus important que celui des États-Unis, pourquoi diable l'Union européenne n'a pas été capable de s'organiser depuis 70 ans pour être capable de régler ce problème sur son continent? C'est premièrement. Pourquoi a-t-on été incapable de parler aux Russes et de gérer objectivement ce qui se passait en Russie? C'est-à-dire que les politiques qui ont été menées, notamment par exemple par l'Allemagne, depuis 20 ans, on le voit bien aujourd'hui, ont fait en tout cas, qu'il y aurait à tout le moins des questions à se poser sur l'intérêt qui a prévalu dans certaines décisions stratégiques à l'égard de la Russie. Pour ce qui est maintenant de la responsabilité des États-Unis, moi je vous encourage à lire sur des choses qui ont été extrêmement bien faites sur Desk Russie, ainsi de suite, qui expliquent la réalité du respect ou non-respect des accords Minsk 1 et Minsk. On parle beaucoup de Minsk 2, mais les deux Minsk. Et voilà, et ça c'est des discussions d'experts, et vraiment je ne veux pas rentrer là-dedans. Je crois qu'il y avait une dernière question sur Zaporizhia. Et effectivement, les accords de Minsk, c'est une initiative européenne pour le coup. C'est la tentative qui avait été faite, etc., qui est peut-être une réponse. Qui aurait pu, mais qui maintenant, c'est trop tard. C'est terminé. Qui est derrière nous. C'est ça, malheureusement. Moi, ma question. Zaporizhia. Oui, Zaporizhia, à ce que je sais, depuis le 3 mars, elle est sous contrôle russe. Et je crois que c'est à partir de août qu'il y a des tirs d'artillerie lourde qui sont faits tous les jours, tous les 2 jours, tous les 3 jours, je ne sais pas. On tire à l'artillerie lourde sur une centrale nucléaire. Donc, imaginons Fessenheim, il y a des gens qui tirent à l'artillerie lourde sur Fessenheim. C'est les Russes qui tirent sur la centrale qui contrôlent ou c'est les Ukrainiens? Et pourquoi je pose cette question? C'est encore une fois, et ça n'enlève rien à tout le reste, à tout ce dont on parle, mais si on a une vue unipolaire avec d'un côté c'est le bien, de l'autre c'est le mal, on perd d'une certaine manière notre capacité de raisonnement. On voit tout à travers un seul prisme. Et quand je disais ça devient très dangereux, et vous parliez là à l'instant de la déclaration conjointe des 3 puissances sur les accusations de tentatives de bombes sales. Si nous, occidentaux, on laisse la personne que l'on soutient tirer à l'artillerie lourde sur une centrale nucléaire, Vincent, je suis obligé de t'arrêter, Vincent. J'ai bien compris où tu veux en venir. Moi, j'ai peur. Moi, j'ai peur de Vincent, c'est très simple. Non, Vincent, il n'y a pas à avoir peur. C'est très simple. Les Russes, ils ont l'arme nucléaire. Ils ont 12 000, Florent, tu me corrigeras, 13 000 têtes nucléaires. D'accord?
personne ne mettra un pied sur le territoire russe. Il n'y a pas un Ukrainien au monde, sur toute la planète, qui pense, pas toi, pas moi, personne, qui pense que Moscou sera prise par les Ukrainiens. Donc c'est très simple. Les Russes, ils se retirent du territoire ukrainien et la guerre s'arrête. Il faut arrêter d'avaler la propagande russe en expliquant que si les Ukrainiens voulaient bien faire la faveur de bien vouloir se laisser mourir, tout le monde irait mieux. Il y a un moment où je ne parle pas de ça. Nucléaire, je parle pas de ça. Attends, tirer à l'arme lourde sur une centrale nucléaire, c'est un crime de guerre. Enfin, pas. Je ne sais pas. Est-ce qu'on excuse ça? L'organisation internationale, d'accord, qui est spécialisée dans l'énergie nucléaire, qui a visité les installations, c'est très simple. Ce sont des spécialistes. Eux, ils disent c'est très simple. Vous faites un périmètre autour et on n'en parle plus. Qui occupe la centrale? Tu l'as dit toi-même, c'est les Russes. Donc à un moment, il faut arrêter. Il y a la réalité, il ne faut pas regarder des deux côtés. Il y a le violeur et il y a la victime. Il y a le tueur et puis il y a la victime. Il y a l'envahisseur et il y a la victime. Il y a les centrales nucléaires, ils se tirent de la centrale, la guerre s'arrête. C'est tout. Ils se tirent d'Ukraine. Il faut arrêter de commencer à vouloir nous expliquer que oui, effectivement, à force d'avoir provoqué avec une jupe courte, c'était un peu la faute de la fille. C'est tout. C'est terminé. À partir du moment où on commence à nous expliquer que c'est quand même les Ukrainiens qui cherchent à bombarder à l'arme lourde la centrale sur leur territoire, qui produit 15% de leur énergie et qui est exploitée par un personnel ukrainien, qui pourrait être visité si les autorités occupantes... Donc c'est les Russes qui tirent sur la centrale nucléaire? Aujourd'hui... Parce que c'est soit les uns, soit les autres. Hein. Je veux dire, il n'y a pas de troisième acteur. Aujourd'hui, c'est très simple. C'est très simple. Aujourd'hui, il y a un pays qui est en difficulté, qui est en train de lâcher prise sur le terrain et qui a besoin, parce que c'est la réalité sur le terrain, qui a besoin de mettre un coup de pression sur les citoyens occidentaux, et tu en es l'exemple, en faisant peur, en nous expliquant qu'on n'a pas envie de mourir pour Zaporijjia. Ce que je peux comprendre, parce que moi, personnellement, je n'ai pas envie que mes gamins meurent pour Zaporijjia. Aujourd'hui, il y a un pouvoir qui joue avec la terreur, qui joue avec l'arme nucléaire, qui explique sur les plateaux télé qu'il faut noyer les enfants ukrainiens et utiliser l'arme nucléaire pour régler une bonne fois pour toutes la question de l'Ukraine, qui sur les plateaux télé russes explique qu'en quelques secondes, Londres serait pulvérisé, Manchester et Liverpool, et ce n'est pas les Ukrainiens. Parce que eux, je le rappelle, ils ont laissé, dans un accord d'indépendance, ils ont accepté de renoncer à l'arme nucléaire. Et la réalité... Jusqu'à l'année dernière, je crois que Zelensky à Munich... En 2021, il a quand même dit qu'il voulait récupérer l'arme nucléaire. C'est pour ça, j'aimerais juste qu'on ait un point de vue un peu plus, un peu moins blanc et noir. Je suis désolé, on n'est pas sur RT. Moi, je suis allé me battre du côté des Ukrainiens. Si tu m'attends à ce que je reprenne des points de propagande de Russia Today, je ne sais pas. Donc, pour toi, c'est les Russes qui bombardent Zaporijjia, si je comprends bien. Je dis juste qu'aujourd'hui, personne n'intéresse que cette centrale flambe et que les seuls qui ont intérêt à créer un point, à mettre sur une table dans un accord diplomatique, dans la vieille tradition soviétique de pompiers pyromanes, de créer un problème pour ensuite pouvoir le retirer de la table, c'est pas les Ukrainiens qui sont chez eux et qui n'ont pas intérêt à faire flamber une centrale là où leurs enfants grandissent. Tu vois ce que je veux dire? Donc je comprends. C'est la phrase que je disais. Je comprends que tu penses que ce sont les Russes qui tirent sur la centrale de Zaporijjia. Bon. Écoute, moi, je n'ai pas de jugement à avoir. Je voulais juste comprendre ce que tu avais... Pardon, excuse-moi, je suis passé au tutoiement. Moi, je n'étais pas à la centrale, tu t'en doutes bien. Moi, mon livre, il ne parle pas de la centrale de Zaporijjia, je ne suis pas un expert, donc on n'en revient là-dessus. Je dis juste simplement qu'en termes de propagande informationnelle, ce que tu es en train d'illustrer là, il y a raison pour laquelle il fallait interdire les canaux de propagande russes qui nous font, nous positionner contre nos alliés et qui font qu'on est prêt à abandonner un peuple de 44 millions de personnes qui cherchent à être européens et qui cherchent à être libres sous prétexte qu'on a considéré que ce n'étaient pas des gens qui étaient capables de décider leur destin parce qu'on considère que les Européens de l'Est sont tous des anciens communistes, que les Russes ont le droit de vie et de mort sur eux. Aujourd'hui, les Ukrainiens parlent russe, mieux que toi et moi. Ils connaissent la littérature russe. Ils ont, comme Zelensky, des grands-parents qui sont battus, qui ont pris Berlin en uniforme de l'armée rouge. Je pense qu'ils ont le droit de choisir, de savoir quel modèle politique ils veulent. Est-ce que c'est le modèle russe ou est-ce que c'est le modèle européen?
J'ai pas contesté ça. Hein. C'est la fin de l'histoire. Tu vois, moi, il faut juste rentrer là-dessus. Voilà. Florent, est-ce qu'on avait d'autres questions? Pas d'autres questions? C'est un échange qui pourrait durer encore très très longtemps. Je n'exclus pas qu'on le refasse d'ailleurs à propos du deuxième bouquin. Ça, ce sera une bonne occasion de le faire. En tout cas. Je veux remercier Vincent de sa franchise parce que c'était le principe de la discussion de ce soir. Donc, voilà. Oui. Donc, merci beaucoup. Merci à tous de votre écoute. Et donc, on continuera et on organisera probablement un prochain événement toujours autour de la guerre ukrainienne. Donc, on trouvera d'autres thèmes à vous soumettre. Merci. Et heureux que tu sois de retour avec ta famille. Bon courage. Voilà. Merci à Vincent, merci Florent, merci à tous. Bonne soirée. Merci à tous, merci Florent d'être intervenu. Merci à tous. Merci.